On va aujourd'hui essayer de voir comment Kant va penser la question de l'objectivité. Il faut bien comprendre une chose, c'est que Kant va, et ça je l'avais dit déjà hier, Kant va passer d'un modèle de la vérité où il s'agit simplement d'une correspondance entre la pensée et la réalité. La vérité, c'est ça, quasiment jusqu'à Kant. Enfin non, jusqu'à la modernité, parce que pour Descartes, ce n'est déjà plus ça, et pour Hobbes, ce n'est déjà plus ça. Mais Kant va rompre définitivement avec la question de savoir ce que c'est que la réalité en soi, et il va dire la vérité se situe dans l'objectivité. Et c'est un concept qui est très important, c'est une catégorie de la pensée occidentale qui est très importante, parce qu'évidemment, c'est sur ce modèle-là qu'on va penser la science à partir de Kant. C'est sur le modèle de l'objectivité qu'on pense la question de la vérité scientifique. Voilà. Et donc c'est lourd, c'est massif comme concept. Alors qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que c'est que l'objectivité? L'objectivité, ce n'est pas l'accord entre la pensée et la réalité. L'objectivité, c'est l'accord entre tous les esprits humains face à un objet. Autrement dit, l'objectivité, c'est le fait que face à un objet, tout esprit humain peut s'accorder sur ce qu'il est. Et dit encore autrement, tout esprit humain pense de manière objective un phénomène lorsqu'il peut s'accorder avec tout autre esprit humain sur ce phénomène. Alors, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment l'objectivité est-elle possible? Pour Kant, l'objectivité est précisément possible parce que tous les esprits humains partagent la même structure. Donc il y a une dimension universaliste dans l'épistémologie, on va dire même dans la psychologie de Kant, c'est-à-dire dans la manière dont il se représente l'esprit humain. Oui, il y a sur l'universalisme, avant ça, partage la même structure, et c'est ce qui rend possible l'objectivité. Et donc, comme je le disais, il y a une dimension universaliste chez Kant, et en particulier dans sa psychologie. Autrement, dit encore autrement, c'est parce que tous les esprits humains se ressemblent qu'on a accès au même monde, qu'on a accès de la même manière au phénomène. Et donc ça va être toute la démonstration de Kant dans les deux premières parties de la critique de la raison pure. Alors c'est là que j'ai perdu vos camarades, donc je vais vraiment marcher sur des œufs, avancer très 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 doucement et essayer d'y aller petit à petit. Déjà une vue d'ensemble de ce que c'est que l'esprit humain pour Kant. Pour Kant, l'esprit humain est doté de trois facultés. Trois facultés. La première de toutes nos facultés, ça ne va pas vous étonner, c'est la sensibilité. Oui, 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 je peux. La première, trois facultés donc dans l'esprit humain. La première, c'est la sensibilité.
quel est le rôle, quelle est la fonction de la sensibilité? La sensibilité nous met en présence des phénomènes. Donc, c'est ce qu'il appelle l'intuition, c'est ce que Kant appelle l'intuition. Et au fond, la sensibilité, c'est ce qu'on nous enfin, l'intuition sensible chez Kant, c'est ce que nous appellerions la perception. Donc, l'intuition sensible, première faculté dans l'esprit humain, qui nous met en présence des phénomènes, qui nous rend présent le monde. Est-ce que ça va? Ouais. Deuxième faculté, ce que Kant va appeler l'entendement. L'entendement. Quelle est cette faculté? Quelle est la fonction de cette faculté? L'entendement sert à produire des concepts L'entendement sert à produire des concepts, c'est-à-dire les catégories générales, pardon, les propriétés, parce que catégorie c'est un sens très précis chez Kant, excusez-moi, les propriétés générales communes à divers phénomènes, communes à différents phénomènes. Alors, c'est vraiment pas sorcier un concept. Qu'est-ce que c'est que le concept de table? En fait, c'est le tiroir dans lequel je range toutes les propriétés communes à toutes les tables que je peux voir. Okay. Donc j'ai en moi un concept de table et c'est la liste des propriétés communes à toutes les tables que j'aurais rencontrées, dont j'aurais eu l'intuition sensible, que j'aurais perçue. Okay. Alors, intuition plus concept égale connaissance. Ce sont ces deux facultés, et en particulier le rapport entre ces deux facultés, qui rend possible la connaissance. En gros, dans ma vie d'être humain, il y a certains phénomènes qui m'apparaissent et je vais pouvoir les connaître grâce à l'entendement qui va dégager les propriétés générales de ces phénomènes. Est-ce que ça va ou je vous ai toutes et tous perdus? C'est bon? Oui, bien, ok. Je vois dans ma petite enfance, par exemple, ça c'est très important en psychologie de l'enfant, c'est comme ça que je vais découvrir le concept de forme géométrique, hein, par le jeu. On va me donner des petits cubes, on va me donner des triangles, on va me dire, bah, tu vois, tu vas mettre la forme du triangle dans le trou correspondant à un triangle, tu vas mettre la forme du cercle dans le trou correspondant au cercle. Et ça, c'est le boulot que fait l'enfant de conceptualisation, c'est-à-dire qu'il va voir des phénomènes qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas, qu'il ne peut pas connaître, et petit à petit, son entendement va bosser, il va dégager les propriétés communes à des formes qui ont effectivement des caractéristiques communes. Okay. Puis un gamin voit une voiture pour la première fois de sa vie, puis il va voir 5 voitures, 10 voitures, 50 voitures, il va se forger le concept de voiture. Okay. Il y a une troisième faculté. Qui donne son titre à la critique de la raison pure, c'est la raison. Sensibilité, entendement, raison. Quelle est la fonction de la raison? À quoi sert-elle dans l'esprit humain? Le rôle de la raison, c'est
de produire des idées. Le rôle de la raison, c'est de produire des idées. Qu'est-ce que c'est qu'une idée? Une idée ressemble à un concept, mais n'en est pas un. Une idée, ça ressemble à un concept, mais c'est pas un concept. C'est un concept auquel il manque un truc, auquel il manque quelque chose. Donc, je vais vous dire ce que c'est qu'une idée. Une idée, c'est un concept sans intuition sensible, qui ne correspond pas à un phénomène. Oui, oui, une idée, c'est un concept qui ne correspond pas à une intuition sensible, qui est donc une idée qui est complètement coupée, détachée d'un phénomène. Oui. Une idée, c'est un concept sans intuition sensible, et donc coupé du phénomène. Et donc, Kant va dire, l'idée n'est pas un objet de connaissance. L'idée ne peut pas être un objet de connaissance puisqu'il ne peut pas correspondre à une intuition sensible. On est d'accord? Vous ne pouvez connaître que ce qui est. Or, l'idée, c'est précisément cette espèce de concept étrange, de concept amputé de l'intuition sensible, donc qui ne correspond pas à un phénomène. On ne peut pas connaître ce qui n'existe pas, mais on peut en avoir une idée. Et donc on peut se dire que l'idée est un danger pour la connaissance. On peut croire connaître une idée, mais en réalité, on ne peut pas la connaître. Et donc, il y a, pour Kant, d'après Kant, un danger de l'idée. L'idée est dangereuse parce qu'elle pourrait se faire passer pour un concept alors qu'elle ne l'est pas. Parce que précisément, l'idée ne correspond à aucun phénomène. Alors pourquoi est-ce qu'on produit des idées? Si ça sert à rien pour la connaissance, pourquoi est-ce qu'on produit des idées? Ça va, Madi? Okay. Ben justement, pour Kant, et c'est ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas parce que une idée n'est pas une connaissance qu'elle ne peut pas être utile à la connaissance. Je vais vous donner plusieurs exemples. Ouais. Oui, ce n'est pas parce qu'une idée n'est pas une connaissance qu'elle ne peut pas être utile à la connaissance. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parfois, l'esprit humain a besoin de donner du sens à des phénomènes qui n'en ont pas. L'esprit humain a besoin de donner du sens à des phénomènes qui n'en ont pas. Et je vais donner 3 exemples dans 3 domaines différents. Dans le domaine de la biologie. Dans le domaine de la biologie. Kant va dire
que la raison a produit l'idée d'organisme. L'idée d'organisme. Qu'est-ce que c'est qu'un organisme? Un organisme, c'est un système dans lequel chaque organe remplit une fonction qui est complémentaire de celle des autres. Un organisme, c'est une machine, avec des engrenages qui tournent plutôt pas mal. Mais ce que dit Kant, c'est quasiment déjà du Darwin. C'est que l'œil n'est pas fait pour voir. L'estomac n'est pas fait pour digérer. L'intestin n'est pas fait pour digérer. La main n'est pas faite pour prendre. La mâchoire n'est pas faite pour manger. L'œil voit, l'estomac digère, l'intestin digère, les jambes rendent possible la marche, mais elles ne sont pas faites pour. Vous voyez la nuance? On pense que, et on pense très sincèrement, que l'œil, l'organe de l'œil dans les espèces vivantes, c'est à l'origine, il y a des centaines, voire des millions d'années de cela, des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années de cela, c'est une tumeur sur un coquillage, okay, qui est devenue l'organe de l'œil. L'œil n'a jamais été fait pour voir. Certaines espèces ont eu des yeux et elles ont vu. Donc, que permet le concept, ou plutôt l'idée d'organisme? L'idée d'organisme permet de donner un sens à des phénomènes biologiques, comme la vue, comme la marche, comme l'appréhension, la prise dans la main. Et on va dire l'organe est fait pour, cet organe est fait pour, cet organe est fait pour, cet organe est fait pour. Mais c'est pour donner un sens à un phénomène qui, sans cette idée d'organisme, n'en a pas. Le vivant n'a pas de fonction. L'œil n'a pas de fonction. C'est nous qui disons qu'il a une fonction. Vous comprenez? L'œil ne dit pas qu'il a une fonction. C'est nous qui le disons. C'est nous qui devons comprendre le vivant de cette manière-là. Sinon, on n'y comprend rien. Sinon, le vivant n'a pas de sens. Dans le domaine de l'astronomie, donc c'était le domaine du vivant, de la biologie, dans le domaine de l'astronomie, que se passe-t-il? On va devoir se forger une idée de l'univers. Qu'est-ce que c'est que ça, l'univers? L'univers, c'est bien une idée parce qu'on ne peut pas avoir une intuition sensible de l'univers. Pour une raison logique qui est évidente. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir percevoir un objet? Quelle est la condition pour percevoir un objet? Ouais. Non. Pensez distance. Est-ce que là, je peux voir quelque chose? Ok. Pour pouvoir percevoir un objet, il faut être extérieur à lui. Quel est le problème avec l'univers? On est dedans. Et on sera toujours dedans. Okay. Donc, l'univers est nécessairement une idée, puisque je ne pourrai jamais en avoir une perception sensible complète, étant donné que je fais toujours partie de l'univers, que je suis toujours inclus dans cet univers. Bon. Mais j'ai quand même besoin de l'idée d'univers pour donner un sens
au système solaire, aux galaxies, à l'idée d'extension ou de clôture de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de l'univers? Encore de l'univers, etc., etc. J'ai besoin de l'idée d'univers pour pouvoir faire de l'astronomie, bien que je ne percevrai jamais l'univers, bien que je ne puisse jamais connaître donc l'univers. Autre, en fait, Kant revient à des problèmes médiévaux là. Autre idée, Dieu, dans le domaine de la morale, dans le domaine de la morale. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais en même temps le plus synthétique possible. Kant va dire que tout être humain est doué de conscience morale. Tout être humain est doué de conscience morale. Et cette conscience est fondée sur la raison. La raison, dit Kant, permet de découvrir des lois universelles de nos actions. La raison permet de découvrir des lois universelles de l'action, qu'on appelle le bien. Et ça, dit Kant, alors c'est problématique, hein, et on va voir pourquoi quand on étudiera Montaigne sur la question de la morale. J'ai vu d'ailleurs que vous aviez les essais. Ouais. Vous faites ça en français ou en HLP? En français. Vous faites quoi, les cannibales? Super, super, on va faire ça aussi. Euh, ou on va peut-être changer un petit peu, on fera d'un enfant monstrueux ou un truc comme ça. C'est fondamental qu'on fasse ça avant de vous lâcher en terminale, hein. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, donc Kant va postuler que tout homme, tout esprit humain est capable de découvrir ce que c'est que le bien, selon les lois de la raison. Euh, la question est de savoir si Montaigne est d'accord, serait d'accord. Question compliquée, hein. On peut se demander si Montaigne est si relativiste que ça. On verra. On verra. Et Kant va dire, mais quelle est la raison de la raison? Qu'est-ce qui fait qu'on a en nous une conscience morale? Quelle est la cause en nous de la conscience morale? Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait qu'en nous on a le bien? C'est pas l'histoire, c'est pas la culture, ce n'est pas l'éducation, c'est la raison. Mais quelle est la cause de la raison? Quelle est la raison de la raison? Si on ne postule pas l'idée de Dieu, si on ne dit pas qu'il y a une cause, hein, puisque tout a une cause, il y a une cause de notre conscience morale, et que cette cause c'est le bien avec un grand B, que ce bien on peut l'appeler Dieu, on a du mal à expliquer le phénomène de la conscience morale. Donc en fait, on ne peut pas savoir ce qu'est Dieu, on ne peut pas connaître Dieu, parce que Dieu n'est pas un phénomène, si vous voulez. Il n'apparaît pas, en tout cas il n'apparaît pas régulièrement à tout le monde,
à tout esprit, mais on peut postuler l'idée de Dieu, on peut faire l'hypothèse d'un Dieu. Ouais, c'est une idée. C'est pas un concept, c'est une idée. C'est-à-dire que, euh, alors c'est très intéressant ça, parce que Kant va s'en prendre à ce qu'il appelle l'argument ontologique, c'est-à-dire la preuve, la démonstration de l'existence de Dieu que va faire Descartes dans les méditations métaphysiques. Descartes va faire une démonstration de l'existence de Dieu qui est très célèbre, et Kant va montrer, mais vraiment comme ça, que c'est pas une démonstration. Je vous la fais brève. Comment démontrer l'existence de Dieu et ensuite comment détruire cette démonstration. Descartes, donc dans la quatrième méditation métaphysique, Descartes va formuler un argument qui est la preuve de l'existence de Dieu, qu'on appelle l'argument ontologique. Ontologique, c'est un terme qu'on a déjà trouvé chez Aristote. Ontologique, ontos, c'est ce qui existe, logique, c'est ce qui est pensé. Et donc, l'argument ontologique, c'est la déduction du concept de Dieu, de son existence. On peut déduire de Dieu, de ce qu'on pense de Dieu, qu'il existe. Comment est-ce qu'on... Je finis juste ça. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que je conçois Dieu? Dieu est l'être parfait, pour Descartes. Dieu est l'être parfait, tout-puissant, suprêmement bon, etc., etc. Or, on pourrait même dire parfait avec un grand P. Or, l'existence est une perfection. Donc quoi? Dieu est parfait, or l'existence est une perfection, donc Dieu existe. Dieu est parfait. Dieu a toutes les perfections. L'existence est une perfection, donc forcément Dieu l'a. Donc forcément Dieu existe. Ça, c'est pour Descartes. Vous aviez une question? Alors, alors, c'est, alors on est chez Descartes. On n'est pas encore chez Kant. Attention. Que va dire Descartes? Descartes dit quand on conçoit Dieu, on le conçoit comme parfait. Oui. Bah non, justement. On peut... non, non. Et là, pour le coup, je pense que Descartes a raison. On peut très bien avoir une idée de perfection. Tout le monde, je pense, a une idée de la perfection. Bah, ce que c'est que la perfection? Bah, qu'est-ce qui est plus parfait, la laideur ou la beauté? Qu'est-ce qui est plus parfait, la puissance ou l'impuissance? Qu'est-ce qui est plus... Enfin, vous voyez? Hmm, non, mais la question, c'est pas la couleur de la cravate de Dieu, si vous voulez. On n'est pas à ce niveau de détail-là. Ce que dit Descartes, c'est que quand on conçoit Dieu, on le conçoit même comme l'être suprêmement parfait. Il est plus parfait que tout ce qu'on peut concevoir de la perfection dans ce bas monde. Okay. Donc en fait, c'est tout simplement l'idée, pour le coup c'est une idée, l'idée d'un maximum. Mais cette idée, je pense que tout le monde peut la partager. C'est-à-dire que même un athée peut avoir une idée de Dieu. Voilà. Mais, dit Descartes, si l'athée est cohérent, il est obligé de suivre ce syllogisme. Il est obligé de suivre ce raisonnement et d'en conclure que Dieu existe. En gros, c'est ça la grande machine de guerre de Descartes contre les athées. Mais là où les catholiques en particulier et le Vatican va un peu grogner, c'est que c'est quelque chose de l'ordre du sacrilège que de démontrer l'existence de Dieu, parce que Dieu est l'objet de la foi.
et pas de la connaissance. Quand on est croyant, justement, on n'est pas sachant. Et donc Descartes va avoir des problèmes à cause de ça. Okay. Alors, Kant va détruire l'argument ontologique de Descartes. La monnaie allemande à l'époque, c'est le thaler. Okay. Et Kant va dire la chose suivante. Est-ce que je suis plus riche avec le concept de 100 thalers ou avec 100 thalers dans ma poche? Est-ce que je suis plus riche avec le concept, donc dans ma tête, de 100 thalers ou avec 100 thalers dans ma poche? Dans la poche, très bien. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que l'existence et le concept, c'est pas la même chose. Le concept de 100 thalers, ce n'est pas 100 thalers qui existent dans ma poche, puisque je suis plus riche avec 100 thalers dans ma poche qu'avec le concept de 100 thalers. Vous comprenez? Donc, le concept de Dieu, ou l'idée de Dieu, plutôt. L'idée de Dieu, c'est l'idée de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu existe. Je ne peux jamais déduire d'un concept ou d'une idée une existence. J'ai besoin d'une intuition sensible possible. J'ai besoin de me dire qu'un phénomène observable, en l'occurrence ici de Dieu, est possible. Ce qui reste à prouver. Alors pourtant, Kant est chrétien. Donc normalement, il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il n'empêche que Dieu le Père, si vous voulez, phénomène sensible, zéro pour le moment. Okay. C'est une idée qui peut faire l'objet d'une croyance, et même pour Kant, une croyance qui est nécessaire, sinon la conscience morale n'a aucun sens, mais ce n'est pas l'objet d'une science. Ça ne peut pas être l'objet d'une connaissance scientifique. C'est l'objet d'une foi, c'est l'objet d'une espérance, pas d'une connaissance. Est-ce que vous voyez l'argument des 100 thalers? L'argument des 100 thalers, ça consiste à dire que je peux même me dire, j'ai le concept de 100 thalers existant. C'est pas parce que j'ai le concept de 100 thalers existant qu'ils existent, ces 100 thalers. C'est pas parce que j'ai le concept de Dieu existant que Dieu existe. L'existence ne fait pas l'objet d'un concept, il fait l'objet d'une intuition. C'est grâce à l'intuition sensible que je saisis l'existence, que je prends conscience que quelque chose existe, qu'un phénomène existe. Est-ce que ça va, ça? En gros. Alors, pour revenir rapidement sur l'objectivité, et ensuite, promis, on a fini avec Kant, on a fini avec la philosophie de la connaissance, on va pouvoir revenir un peu sur Terre, la question de la pluralité des cultures, la question de la morale, etc. etc. Pour revenir à l'objectivité, Kant va affirmer donc que toute sensibilité humaine est structurée par ce qu'il appelle une forme a priori de la sensibilité. D'ailleurs, je devrais mettre un S à forme. Une forme interne qui est le temps. Ouais. Toute sensibilité est structurée par deux formes a priori. Une forme interne qui est celle du temps, une
forme externe qui est celle de, à votre avis? Oui, très bien. Une forme interne qui est celle du temps, une forme externe qui est celle de l'espace. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, très concrètement? Ça veut dire que toute conscience sensible, ça inclut les animaux normalement, toute conscience sensible du monde va se représenter le phénomène sous la forme du temps et de l'espace. Toute conscience est conscience du temps. Une perception dure un certain temps, si vous voulez. Et toute conscience conscientise l'objet dans un espace, spatialise en fait la perception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout esprit humain, déjà, même livré à sa subjectivité, pure, peut se dire, ce phénomène que je perçois, n'importe quelle autre conscience humaine va le percevoir sous la forme de l'espace-temps. Donc je ne sais pas encore si les dragons existent, je ne sais pas encore si les soucoupes volantes existent, mais si elles existent, c'est sous la forme de l'espace-temps. Si elles existent comme phénomène, je les verrai dans un espace et je les intuitionnerai pendant une certaine durée. Et Kant va dire, dans l'entendement, il y a aussi ce qui correspond aux formes de la sensibilité. Il appelle ça des catégories. Et les catégories, je ne sais pas comment dire, ce sont des catégories qui permettent de construire des concepts. Donc, il y a combien de catégories? Il y a 4 catégories. La quantité, la qualité, oui, il y a 4 catégories, 4 grandes catégories, la quantité, la qualité, la relation, et la modalité. Alors, je vais vous dessiner, je vais faire le schéma des tables des catégories. Et Kant dit, le jeu entre les catégories permet de former tous les concepts du monde. Ça, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur, hein, très clairement. C'est pour que vous l'ayez. Alors, quantité, il y a unité, pluralité, totalité. Typiquement, le concept de 1, le nombre 1, pluralité, le concept de nombre au-delà de 1,
et totalité, l'idée d'ensemble de nombres. L'idée qu'un ensemble de nombres forme un tout. Dans la qualité, vous avez la réalité, forcément la négation, ce qui n'existe pas, et la limitation. Limitation qui correspond à ce qui est à la qualité, si vous voulez, parce que la totalité est à la quantité. Relation. Donc là, c'est des couples. Substance, accident. Cause, très important ça en sciences. Effet. On va la descendre un peu, la cause. Et réciprocité. Enfin, dans la modalité, possibilité, impossibilité, existence, non-existence, nécessité, le contraire de la nécessité, donc la contingence. C'est parfait, on a fini pile poil. Et donc Kant va dire, avec tout ça, espace-temps pour la sensibilité, plus tout ça dans notre tête, on a toutes les cases, c'est le cas de le dire, pour former nos concepts et connaître le monde. Oui. Contingence. La contingence, c'est le contraire de ce qui est nécessaire, c'est ce qui n'est pas nécessaire, donc ce qui est simplement possible. Ce qui pourrait être autrement qu'il n'est, plus précisément. Donc c'est pas un concept logique, c'est un concept existentiel. Par exemple, je mesure 1m79, mais j'aurais pu mesurer 1m81 ou 1m75. Voilà, ça aurait pu. Au revoir. Si j'avais été un peu moins malade ou un peu plus malade.